Bonjour et bienvenue, ici Nat et Lorraine et vous écoutez le podcast Ayurveda, le premier podcast francophone dédié à la médecine traditionnelle indienne. Un vendredi sur deux, nous recevons des invités inspirants pour aborder des thématiques variées autour du bien-être et de la santé au naturel. Notre objectif est de rendre l'Ayurveda accessible à tous, alors si ce podcast vous plaît, n'oubliez pas de nous soutenir avec 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous souhaitez approfondir les bases de l'Ayurveda ou l'alimentation ayurvédique, vous pouvez vous procurer les packs du sommet de l'Ayurveda sur notre site podcast-ayurveda.com. Tout de suite, place à l'épisode du jour. Aujourd'hui, nous recevons Lucie Nour Joao pour parler de philosophie, un thème cher à Lucie qui est une habituée du podcast. Nous abordons la philosophie du Samkhya, qui est l'un des plus grands piliers de la tradition philosophique hindoue. Bonne écoute! Bonjour Lucie, bienvenue sur le podcast. Bonjour Lucie! Bonjour Nat, bonjour Lorraine. Lucie, comme disait Lorraine en intro, tu es une habituée du podcast. Je me demande même si on doit encore te présenter. Mais peut-être pour les personnes qui nous découvrent sur le podcast ou qui te découvrent, je vais quand même faire une courte introduction, puis tu me diras s'il y a des choses à ajouter. Donc Lucie, tu es thérapeute ayurvédique, tu proposes des consultations individuelles, des retraites, des formations en marmathérapie. Tu es aussi co-auteur avec Marie-France Faré du livre « Équilibrer sa digestion grâce à l'Ayurveda » aux éditions Erol. Et puis tu es auteur du podcast Sagesse sphérique, dans lequel tu partages des lectures de contes et des pensées, et puis des citations des sages, des mystiques et des philosophes. Et puis on t'a reçu plusieurs fois dans le podcast Ayurveda. On te retrouve dans les épisodes 9 où on a parlé de santé féminine. C'était un de nos tout premiers épisodes. Ouais. Et puis aussi dans l'épisode 48 où on avait parlé de Nidana Parivarjana, comment on élimine la cause de la maladie. Et puis on avait parlé aussi d'un grand épisode dans le podcast, le 78, une discussion autour du ghee. Donc voilà pour ta présentation et puis les liens qu'on a avec le podcast. Est-ce que tu as autre chose à nous partager sur toi? Merci. Oui, en fait, ce qu'il y a en plus, c'est qu'il y a les formations en ligne qui sont sur mon site internet. En fait, il y a la formation, l'introduction en fait au fondement de l'Ayurveda, et surtout en fait un cours de 4 heures sur le Samkhya, qui est notre sujet d'aujourd'hui. Merci. Ok, super. Merci pour cet ajout. Alors, écoute, justement, notre sujet du jour, le Samkhya. Donc, peut-être que c'est un mot déjà que nos auditeurs ne connaissent peut-être pas. On va en parler aujourd'hui. Tu vas nous aider à mieux comprendre ce qu'est cette philosophie et puis les enseignements que ça peut nous apporter. Puis on verra aussi comment concrètement ce que ça peut nous apporter dans notre vie moderne, cette philosophie ancienne. Peut-être qu'on peut commencer par définir le terme Samkhya. Oui, alors probablement pour les personnes qui ont déjà des bases d'Ayurveda et de yoga, c'est un mot qui est familier, même sans l'avoir étudié. On a déjà entendu parler du Sankhya. Mais du coup, je vais préciser un peu pour vraiment tout le monde. Le Sankhya, c'est, comme l'a dit Lorraine, c'est une philosophie hindoue, antique. Euh, c'est en fait, on parle souvent des 6 philosophies classiques de l'Inde, et c'est pas tout à fait correct. Les Shad Darshana, c'est pas tout à fait correct de dire ça. Et effectivement, comme l'a dit Lorraine, c'est bien en fait. On parle des 6 philosophies classiques hindoues. Donc le Sankhya, c'est une des 6 philosophies classiques hindoues. Euh, et pourquoi c'est hindou et pas indien? C'est parce que si on veut rajouter du coup dans les systèmes classiques philosophiques de l'Inde, il y a ces 6 systèmes plus le bouddhisme et le jaïnisme pour être complet. Et en fait, le Sankhya, c'est dans ces philosophies classiques de l'Inde, c'est celle qui est la plus euh, en lien avec l'Ayurveda et le yoga. C'est même pas en lien, elle est totalement liée avec l'Ayurveda et le yoga. Ça forme un trio.
Et même en fait, si on se réfère du coup à ces Shad Darshana, ces 6 philosophies classiques qu'on étudie quand on fait du yoga et de l'Ayurveda, en réalité, le Sankhya, donc ces 6 philosophies, elles fonctionnent par couple. Et en fait, le Sankhya est un couple avec le yoga. Quand on dit le yoga, dans le contexte philosophique, c'est les Yoga Sutras de Patanjali. Ok. Donc en fait, le Sankhya, c'est la partie théorique qui va avec les Yoga Sutras, qui sont la partie pratique. Et qu'est-ce que vient faire l'Ayurveda là-dedans? En réalité, en fait, l'Ayurveda se base sur le Sankhya pour sa cosmologie, donc pour son explication de la création de l'univers, mais aussi comme son système de psychologie est beaucoup basé en fait sur le Sankhya. On va certainement du coup voir plus en détail, mais en gros, pour résumer, le Sankhya, c'est une philosophie classique de l'Inde. Et je vais prendre du coup une citation de Pierre-Jean Laurent, qui est un traducteur du Sankhya en français. Et j'aime bien, c'est très simple. Il dit que le Sankhya, c'est une doctrine qui est basée sur la connaissance et la discrimination en vue de la libération. Ok. Donc en fait, c'est un système dont l'objectif, c'est un système de réflexion dont l'objectif est de nous emmener à la libération, c'est-à-dire à se délivrer de la souffrance qui est intrinsèque à l'existence. Et en fait, par la compréhension de soi, on va arriver à la libération qu'on recherche dans les religions dharmiques. Du coup, comment se présente ce texte, de comment il est composé? Est-ce qu'on peut on peut le trouver sous forme de livre et le lire? Est-ce que c'est accessible? Est-ce que tu peux nous dire à quoi ça ressemble? Oui, alors déjà, il faut distinguer le Sankhya, qui est la philosophie, et le Sankhya Karika, qui est l'écrit, qui est disponible aujourd'hui. C'est-à-dire que le Sankhya, donc, c'est un système philosophique qui a plusieurs perspectives, probablement, sauf qu'on n'en a pas de trace écrite. On sait dans la tradition orale qu'il est plus ancien que la trace écrite que l'on a et qu'il est plus divers que la trace écrite que l'on a. Mais du coup, aujourd'hui, il ne reste qu'un seul écrit qui s'appelle le Sankhya Karika, qui est un texte qu'on peut trouver en français, traduit en français. En plus, le livre est super parce qu'il y a la version en sanskrit et la version en français qui est traduite mot à mot. C'est vraiment génial pour le lire. C'est Pierre-Jean Laurent qui l'a traduit. Donc, on peut trouver, le livre s'appelle Le Sankhya Karika, les strophes du Samkhya. Samkhya, ça s'écrit Samkhya. Les strophes du Samkhya. Et du coup, je crois qu'il y a 74 strophes peut-être, donc c'est un petit livre. Euh, voilà, donc on peut le lire comme ça. C'est bien aussi d'en lire un commentaire, de suivre un cours, parce que comme tous ces livres classiques, c'est comme si on n'a aucune éducation chrétienne et qu'on lit la Bible, on va pas comprendre qu'il s'agit de paraboles et on se et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà. Donc comme tous ces livres anciens, c'est mieux de le suivre avec un cours, un commentaire, mais on peut lire le texte directement comme ça. Et comment ça se présente? En fait, ce qu'on voit souvent, donc le Sankhya, c'est étudié comme base dans les écoles de yoga et dans les écoles d'Ayurveda, mais c'est vraiment survolé. Et ce qu'on en voit, la première facette qu'on voit du Samkhya, c'est une énumération. C'est d'ailleurs une des traductions du mot Samkhya, c'est pas la seule, c'est une des traductions qui est du coup l'énumération. Et effectivement, la première chose qu'on voit du Sankhya, c'est que c'est l'énumération de 25 principes de la création. Donc en fait, on part du rien pour aller jusqu'au tout. C'est une cosmologie, c'est-à-dire comment a été créé l'univers, et ça, c'est détaillé. Et en fait, souvent, on s'arrête là. C'est-à-dire, je vais rentrer dans le détail après des 25 principes. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les 25 principes, puisque sinon le podcast va durer 3 heures et demie. Mais, mais juste pour donner une idée globale. Mais en fait, avant ça, je dois introduire que souvent, on s'arrête là. Et pour les profs de yoga, pour les praticiens en Ayurveda ou les personnes qui étudient
ces sujets pour leur propre développement. Souvent, on s'arrête à ça dans le Sankhya, c'est-à-dire qu'on voit voilà, l'explication de la création de l'univers. Mais en réalité, le Sankhya, la philosophie du Sankhya, c'est l'idée de, par la compréhension de ces principes, de remonter de la matière vers la conscience, de remonter euh, en fait, de remonter la cosmologie, de la faire à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a une création depuis euh, Purusha, disons, que je vais expliquer tout à l'heure, jusqu'à la matière, c'est-à-dire notre expérience matérielle, notre corps, ce qu'on perçoit avec nos sens, le toucher, la vue, etc. Et souvent, on s'arrête là. Et en réalité, ce que nous demande le Sankhya, c'est de remonter, c'est-à-dire de, OK, ce que je perçois, d'où ça vient, ce que je suis, d'où ça vient. Et en remontant tous ces principes, on arrive à la connaissance de soi et du coup à la délivrance. OK? Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, si je suis partie un peu loin. Non, c'est bon, c'est Ça parfait. va? Tu es partie OK. plus loin, mais c'est OK. On est là, on est là. Comment ça justement, on l'a peut-être pas dit, donc cette philosophie, elle a été créée par qui? Comment elle est Hmm. apparue? Ouais, alors ça, on ne sait pas trop. En fait, le Sankhya Karika, donc le livre en question, on le date à peu près entre 350 et 450 de l'ère commune. En revanche, on sait que la philosophie du Sankhya est bien antérieure à cet écrit. Euh, En fait, 350, 450 de l'ère commune, c'est aussi la datation des Yoga Sutras de Patanjali. Donc, c'est à peu près en même temps qu'on a ces deux textes. En revanche, on sait que la philosophie du Sankhya est bien antérieure à ça parce qu'elle est mentionnée dans d'autres textes. Donc, on ne peut pas vraiment la dater et on ne sait pas qui a créé ce système, même si du coup, pour le Sankhya Karika, on a une date, un auteur, dont d'ailleurs, j'ai plus le nom en tête. Mais on peut pas, on ne sait pas l'origine. Ce qu'on sait, en revanche, c'est du coup un contexte, c'est-à-dire que en fait, pour une chronologie assez rapide, en fait, dans, euh, le, dans l'histoire de l'Inde, il y a en fait toute la partie védique. Donc, en fait, il y avait la civilisation de la vallée de l'Indus, donc qui était dans le nord-est de l'Inde, qui correspond en réalité plus au Pakistan actuel. Où là, en fait, c'est une civilisation très ancienne, pareil, qu'on ne sait pas vraiment dater, mais les historiens aujourd'hui s'accordent entre le quatrième millénaire avant notre ère et le deuxième millénaire avant notre ère, où donc il y avait cette civilisation très florissante, avec un niveau de développement intellectuel bon, très particulier. Ils avaient déjà l'irrigation, ils avaient déjà le langage, un langage très raffiné, etc. Et c'est là qu'ont émergé en fait les Védas, donc les textes classiques qui sont à la base de l'hindouisme aujourd'hui et de beaucoup des philosophies que l'on connaît. Et donc ça, c'était dans le nord-est de l'Inde jusqu'au deuxième millénaire avant notre ère. À partir du deuxième millénaire avant notre ère, il y a eu, en fait, on pense, une catastrophe climatique qui a obligé cette civilisation à migrer. Ils sont devenus nomades, ils ont migré dans le sous-continent indien. Et il y a eu en même temps un déclin de cette civilisation, de la culture de cette civilisation à cause de la dispersion. Mais c'est quand même de là que vient la culture védique, avec les brahmanes et tout ce qui allait avec. C'est-à-dire à l'époque, il y avait aussi les sacrifices, il y avait tous les rituels au feu, les sacrifices animaux, etc. Et en fait, il y a eu un moment au VIe siècle à peu près où cette culture-là s'est mixée avec la culture qui venait du nord-est de l'Inde. Alors j'ai dit le nord-ouest, alors, donc, c'était le nord-ouest de l'Inde pour la civilisation de l'Indus. Et donc, au nord-est de l'Inde, en fait, il y avait une autre civilisation qu'on appelle le Greater Magadha, qui, eux, sont en fait plutôt l'origine des religions comme le bouddhisme et le jaïnisme, ce qu'on appelle les religions chamaniques. Et en fait, à peu près au VIe siècle de notre ère, il y a eu comme un syncrétisme qui s'est créé entre ces deux cultures. Et on sait que le Sankhya, en fait, émerge de cette union.
voilà, entre la culture védique et la culture shramanique. Et, euh, et pourtant, le Sankhya est considéré comme une philosophie orthodoxe hindoue. Et du coup, voilà, c'est un peu compliqué de le situer parce qu'en fonction des personnes, et aujourd'hui en Inde, il y a beaucoup, et en Inde et dans la diffusion de la culture indienne dans le monde, il y a ce problème de l'appropriation par certains groupes religieux de l'histoire. Et du coup, les historiens et les pratiquants ne sont pas tout à fait d'accord. Mais voilà, la manière la plus neutre, c'est de dire que le Sankhya serait né à peu près au VIe siècle du syncrétisme entre les religions, entre la tradition védique et la tradition shramanique. OK. Bon, on voit que c'est complexe, hein, quand même tout ça et qu'il peut y avoir plein d'interprétations autour, Oui, donc on y va peut-être des fois avec des pincettes, mais voilà, le plus de neutralité possible comme tu disais. Tu as dit tout à l'heure qu'il y avait, l'énumération, c'était une des traductions possibles du terme samkhya, pardon. Est-ce qu'il y a d'autres, quelles sont les autres traductions? en fait, ouais, il y en a plusieurs parce qu'en fait, ça dépend où on met les accents sur Samkhya. On peut l'écrire de différentes manières, en fait. Et du coup, une des traductions possibles, c'est énumération, ce qui paraît assez logique puisque quand on le lit, en fait, c'est l'énumération des 25 principes de la création. Mais il y a deux autres traductions qui sont connaissance parfaite et celui qui discerne. Et du coup, ben, je peux vous lire un commentaire que j'ai sous les yeux de Chakravarti, qui est du coup un des commentateurs du Sankhya Karika. Il dit, en conclusion, nous voulons maintenir que le Sankhya, qui désigne un système philosophique, est dérivé de Samkhya, donc là avec un accent long sur le A, qui signifie connaissance, contemplation, examen, argumentation, investigation et discernement. Et moi, j'aime bien cette traduction-là parce qu'en fait, comme je vous le disais au début, en fait, on peut regarder le Sankhya comme une simple cosmologie, comme une simple énumération des principes de la création, mais c'est perdre toute l'invitation au travail psychologique et philosophique du Sankhya, qui est en fait de remonter cette énumération pour aller vers la connaissance de soi. Et en fait, quand on parle de connaissance parfaite ou de celui qui discerne, c'est exactement ce que nous propose le Sankhya. En fait, il nous dit, et c'est pas un travail intellectuel, il nous dit que c'est un travail qui se fait par la pratique de la vertu, par la pratique du yoga et de sattva. Mais en fait, on arrive à la libération quand on arrive à discerner le soi avec un S majuscule du soi avec un petit s, ou quand on arrive à discerner Purusha de Prakriti, ou quand on arrive à discerner la conscience de la matière primordiale. Et en fait, c'est ce discernement-là qui fait que on se connaît et qu'en fait, qu'on sait ce que l'on est et que du coup, on ne souffre plus. C'est même pas qu'on souffre plus, en fait, c'est que du coup, on se rend compte qu'on n'est pas celui qui souffre. Et ça change tout, j'imagine, parce que évidemment, j'en suis pas là. Donc, j'en suis encore à la compréhension intellectuelle du truc. Si un jour j'arrive à la compréhension, euh, en fait, le truc, c'est que si un jour on arrive à cette compréhension expérientielle, expérimentale, ouais, je ne sais pas si on peut, ouais, si j'arrive à cette, du coup, si j'intègre cette expérience, j'ai plus de raison d'être incarnée et donc probablement je vais mourir. Et donc, je ne serai pas là pour en témoigner. Mince alors, on aurait bien Oui. aimé une suite à ce podcast. On le fera ça dans d'autres D'autres sphères. dimensions. Voilà. Justement, par rapport aux enseignements du Samkhya, qu'est-ce que toi tu en retires aujourd'hui? Quels sont, les enseignements que tu en retires? Quelle est, l'utilité pour toi d'étudier Ah tout ben, ça? elle est double. Voilà. Il y a toute la partie de la cosmologie qui est hyper importante pour ma pratique de l'Ayurveda, qui est du coup, en fait, en gros, donc je vous fais en gros la cosmologie, c'est-à-dire que on part les premiers principes de la création selon le Sankhya, qui est donc dualiste. Les premiers principes de la création sont Purusha et Prakriti, qui sont traduits par la conscience pure et la matière primordiale.
Euh, c'est ce qui a donné ensuite Shiva et Shakti, en gros. Enfin, en gros, c'est totalement Shiva et Shakti, si ça vous parle un petit peu plus. Mais du coup, on part de deux principes, un principe masculin, un principe féminin, qui ont en fait, de leur rencontre, généré ensuite un principe qu'on appelle Buddhi, qui est l'intellect, la cognition, euh, et de là, en fait, vont découler plein de principes jusqu'à donc l'individu, l'essence et la matière. La matière, donc vraiment ce que l'on peut percevoir avec nos sens. Et en fait, dans cette compréhension-là, on apprend ce qu'est le mental, ce qu'est la perception, ce que sont les sens, ce qu'est la matière. Et en fait, ça, ce sont tous les principes premiers de l'Ayurveda. Et la raison pour laquelle j'ai fait le cours en ligne là, que je propose sur mon site internet, c'est vraiment parce qu'en fait, j'ai tellement autour de moi de praticiens en Ayurveda et de profs de yoga qui me disent qu'ils n'ont rien compris au Sankhya. Je me dis, mais c'est pas possible, c'est la base. Tu peux pas faire de l'Ayurveda. Enfin, je comprends pas comment ils arrivent à faire de l'Ayurveda et du yoga sans avoir compris ça, puisque c'est ce qui nous explique ce qu'on fait. C'est le fondement. Et donc, ça me sert d'abord à ça, à comprendre, OK, c'est quoi le mental? C'est quoi l'essence? Vous le savez, en Ayurveda, les sens, les indriyas, ce qui nous permet de percevoir, de faire l'expérience de la vie, donc le mental, les indriyas, il y en a 6 en réalité, il y a les 5 sens plus le mental. Tout ça, en fait, c'est grâce au Sankhya qu'on comprend comment ça fonctionne et quel est le rapport entre le mental et la matière, et entre le soi et le mental, et donc entre le soi et la matière, etc. Et qu'on arrive du coup à la pleine santé. La pleine santé, c'est la connaissance de soi, c'est l'établissement en soi. Et donc, il y a toute cette partie-là qui me sert dans ma pratique ayurvédique euh, au niveau de la santé matérielle, j'ai envie de dire. Et ensuite, il y a toute l'autre partie donc, qui est remontée dans l'autre sens, l'énumération, qui va me servir dans ma pratique ayurvédique psychologique et donc dans ma pratique individuelle psychologique aussi. C'est-à-dire qu'en comprenant quel est le rapport entre la matière, mon mental et le soi, ben, je remonte ça pour comprendre ce que je suis. Et donc, c'est un travail individuel et c'est le travail que j'encourage mes, les personnes que j'accompagne à faire. Et évidemment, quand on étudie le Sankhya, c'est beaucoup de termes en sanskrit, ça demande quand même de se poser et de réfléchir. Et souvent, les personnes sont réticentes à ça en réalité. Donc, quand c'est les personnes que j'accompagne en consultation, je mâche le travail pour eux, tout en les encourageant à aller au-delà. En revanche, quand c'est un prof de yoga ou un praticien en Ayurveda, non, là, tu vas, t'apprends les termes en sanskrit et on rigole pas. Là, il faut comprendre tout ça. Et en réalité, c'est tellement beau. C'est tellement beau de se plonger là-dedans. Parce qu'en plus, Purusha et Prakriti, c'est une belle histoire d'amour aussi. En fait, quand on lit le Sankhya Karika, on peut les lire de différentes manières. On peut les lire d'une manière très scientifique, analytique, ou d'une manière très abstraite, ou alors on peut le lire comme une histoire d'amour entre Purusha et Prakriti. Et il est écrit comme ça, en fait, c'est de la poésie. Il y a une strophe que j'aime beaucoup et que j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à comprendre. Il m'a fallu plein de cours sur le Sankhya pour comprendre ça. Euh, où, euh, où on dit, c'est vers la fin du Sankhya, où il est dit qu'en fait, donc Prakriti, la matière primordiale, qui n'est pas matière. Hein. Prakriti, c'est le potentiel de matière. Je dis matière primordiale, qui est un terme des philosophies antiques. Vous pouvez regarder un peu si vous ne connaissez pas sur Wikipédia, ils expliquent ça très bien. Euh, et donc, Prakriti, le principe féminin, euh, c'est comme une danseuse qui fait un spectacle, qui danse en fait sur scène pour être remarquée par Purusha. Et lorsque Purusha l'a vue, elle se, euh, elle se résorbe en fait, elle passe derrière le rideau de c'est bon. Elle a été remarquée par Purusha et du coup elle est épanouie. Et Purusha, lorsqu'il l'a vue aussi, il est épanoui et donc il n'y a plus de raison pour la création. Et c'est magnifique parce qu'en fait, on se rend compte de tout ce schéma amoureux et de séduction qu'il y a entre ces deux principes et de pourquoi la création, pourquoi le spectacle, pour être remarqué par la conscience. Et une fois que tu es remarqué par la conscience, et une fois que la matière a remarqué, a vu la conscience et que la conscience a pris conscience de la matière, il n'y a plus de raison de création. Et s'il n'y a plus de raison de création, il n'y a plus de raison pour la souffrance non plus, puisque la souffrance est inhérente à la création, puisque la création est périssable, qu'il y a une fin, qu'on va perdre des gens, qu'on va tomber malade, etc. Et c'est beau.
Mais c'est un peu une histoire sans fin quand même. Dans, Hmm, dans le sens où bah, s'il y a plus de création, il y a plus d'histoire à raconter, tu vois. ouais, Donc c'est il ça. doit toujours y avoir une création finalement. Mais en fait, du coup, on n'est pas sûr qu'on ait envie qu'il y ait une fin. Et du coup, l'idée, c'est que dès le début du Sankhya Karika, il te dit oui, pour atteindre la libération, pour te libérer de la souffrance et donc de l'existence, il faut faire ci et ça. Mais c'est vrai que moi, perso, j'aime bien rester dans le drama, là. Tu vois? J'aime bien cette idée de la romance. C'est joli. Ouais. Donc, bon. Alors restons dans le drama. T'as parlé plusieurs fois de cette énumération des 25 principes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Donc je sais, tu nous as dit on ne peut pas rentrer sur les 25. Dommage pour les auditeurs. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, peut-être, rentrer sur certains principes ou... Ouais, bah déjà les deux premiers. Donc, ça commence avec deux. Donc, le Sankhya, c'est dualiste. Si vous vous intéressez un peu aux philosophies de l'Inde, vous devez savoir qu'il y a toujours ce débat entre les dualistes et les non-dualistes. Clairement, le Sankhya, c'est dualiste, mais on peut l'interpréter différemment aussi. Mais ça commence avec deux principes. Ça commence donc avec deux principes qui sont Purusha et Prakriti. Donc, je vous ai dit un petit peu, mais je peux vous donner les définitions qui sont dans le Sankhya Karika, c'est assez rapide. Donc, le premier, non, il le fait dans l'autre sens. Donc, je vais commencer avec Prakriti. Euh, le premier, donc Prakriti, la nature originelle ou encore Pradhana, la préétablie, la nature primordiale, est le principe féminin dynamique, la matrice de toutes les transformations et la créatrice du monde manifesté. Elle est permanente, éternelle, omniprésente, uniforme, indépendante et unique. Le deuxième principe, donc Purusha, l'esprit ou Gnya, le sujet conscient, est le principe mâle représentant la conscience immuable de chaque individu. Comme la nature, il est permanent, éternel, omniprésent, mais contrairement à elle, il est multiple car associé à chaque individu. Il est sans désir, sans attache, insensible, impassible, autonome et indifférent. Alors juste là, je vais faire une petite pause, puis après je vais passer aux autres principes. On comprend déjà que ces deux principes, je vous ai dit que le Sankhya, c'était une cosmologie. Mais en réalité, ces deux principes, ils sont valables à l'échelle du cosmos, donc de la création du monde, mais ils sont aussi valables, comme vous l'avez peut-être compris dans la lecture, au niveau de l'individu. Et donc, quand on étudie la cosmologie, comme tout ce qui est valable dans le macrocosme est valable dans le microcosme, et que l'humain est à l'échelle du monde, l'humain, pas à l'échelle, est à l'image du monde, la création en fait Purusha et Prakriti, leur rencontre, elle est valable dans le cosmos et elle a créé le monde, mais elle est aussi valable dans l'individu et elle a créé l'individu. Et du coup, quand on parle de conscience pure, c'est en fait le soi. Et donc, à l'intérieur de moi, j'ai cette conscience pure, mais j'ai aussi du coup cette matière, j'ai aussi un corps, j'ai aussi un mental, qui là sont matériels. Et en fait, c'est une fois que j'arrive à discerner ces deux expériences, ou plutôt l'expérience et celui qui en fait l'expérience, que je me connais. Donc ça, c'est les deux premiers principes qu'on peut réfléchir toute la vie. Et en fait, à chaque fois qu'on va y penser, on aura des révélations différentes. Et si vous avez une religion ou une philosophie particulière, probablement, là, ce que je vous dis, ça va vous parler. Euh, si vous êtes chrétien, si vous êtes musulman, ou si vous étudiez le néoplatonisme ou quoi, vous voyez qu'il y a des principes qui sont très, très, très forts et presque universels dans cette première description des deux principes. Et ensuite, de la rencontre de ces deux principes, donc une fois qu'ils se sont euh, vus, disons, donc de la rencontre en fait de Purusha et Prakriti, émerge deux Prakriti, puisque Purusha est stable, immuable, il est conscience pure, mais Prakriti, elle est mouvement, elle est création, elle est matrice et matricielle. Donc de Prakriti émerge Mahat. Euh, donc Mahat, c'est à l'échelle du cosmos, et à l'échelle de l'individu, c'est Buddhi. Donc ça, c'est le principe
d'intelligence, mais pas d'intelligence au sens mental, je suis bon en maths. C'est l'intelligence naturelle. C'est-à-dire au niveau de l'univers, c'est l'intelligence cosmique, c'est les règles fondamentales de la nature. Les lois fondamentales de la physique, par exemple, ça fait partie de Mahat. C'est-à-dire, c'est ce qui fait qu'une graine de manguier va devenir un manguier et pas un figuier. Ça, c'est l'intelligence naturelle de la graine. Et en fait, on a tous en nous cette intelligence naturelle de savoir en quoi on doit se développer. Seulement, on est voilé. Cette intelligence-là, cet intellect, Bouddhi, est voilé par tout ce qui va venir après et nous empêche de savoir si on est un manguier ou un figuier. Et donc, tout notre travail et tout le travail psychologique induit par le Sankhya, c'est de dévoiler ça pour comprendre qui on est, savoir quel type de graine on est. Et en fait, si vous regardez donc Buddhi, qui s'écrit Buddhi, c'est la même racine que Bouddha. Et le Bouddha, en fait, c'est celui qui a atteint ce discernement. C'est le discernement. En réalité, Bouddhi, c'est une meilleure traduction, c'est le discernement. Et donc, Bouddha, on dit l'éveillé, et en fait, c'est celui qui a compris, littéralement en sanskrit, c'est celui qui a compris, celui qui s'est éveillé. Et en fait, du coup, le premier principe de création, enfin, la première chose qui est créée, c'est Bouddhi, c'est l'intellect, c'est l'intelligence cosmique. Et en fait, on va aller de plus en plus vers la matérialité. Donc, Bouddhi, c'est encore très subtil, encore très universel, etc. C'est encore pas matériel. Et une fois qu'on rentre un peu plus dans la densité, on va à Ahamkara, qui là est le principe de division, le principe d'individualité. Et là, en fait, justement, il y a cette question de séparation. Si vous voulez, là, ce que je vous explique, peut-être que vous pouvez mettre dans votre tête l'image de la division cellulaire. D'une seule cellule, on devient deux cellules. Et ces deux cellules, elles deviennent encore des cellules, etc. Mais tout ça vient d'un seul principe qui était une seule cellule, et il n'y a pas de différence entre toutes les cellules qui ont émergé de la première cellule avec cette première cellule. Elles sont toutes identiques, elles partent toutes du même principe, mais elles sont toutes individuelles. Et en fait, cette séparation, c'est ahamkara, l'individualité. Et de là, à partir de cette séparation, vont arriver en fait les principes de sens, donc les indriyas. Il y a 11 indriyas en fait, donc il y a le mental, il y a les organes de perception et les organes de, comment on appelle ça? Attendez, je prends mes petites notes. Les buddhindriyas et les karmendriyas, voilà, les organes d'action, les organes de perception et les organes d'action qui sont en fait les organes de perception, ben, c'est par exemple les oreilles et l'organe d'action, ça va être l'ouïe. Vous voyez la distinction entre les deux. Donc, en fait, il y a 10 sens, il y a 10 organes, il y a 10 indriyas, mais c'est par rapport à nos 5 sens. Et en fait, ensuite, donc d'abord, il y a la création des sens, puis il y a la création des objets des sens. Donc, il y a d'abord l'ouïe et ensuite le son. Okay, et donc là, on arrive à ce qui va être de plus en plus matériel, jusqu'à arriver aux 5 éléments de la matière qui sont l'éther, l'air, le feu, l'eau et la terre. Okay, et donc là, une fois qu'on arrive aux 5 éléments, les Mahabhutas, on est à la fin de la création, on est à la matière, on est à ce dont on fait l'expérience. Voilà les 25 principes de la création selon le Sankhya Karika. Il y a des images sur Internet un petit peu sous forme un peu d'organigramme qui aident à bien comprendre cette division un peu cellulaire et à bien la visualiser comme ça. Oui. Très bien. Bon, bah, merci pour toutes ces explications. On espère que c'est assez clair pour tout le monde. Et sinon, vous allez suivre le cours de Lucie en ligne sur son site. Est-ce que tu peux nous dire en quoi le Samkhya, en quoi toute cette compréhension peut nous aider dans nos vies? Ben, en fait, ça peut paraître très abstrait, surtout si c'est la première fois donc vous entendez parler de ça, vous dites oui, Purusha, Prakriti ou quoi. Mais en réalité, c'est vraiment une connaissance universelle.
ce sont des principes qu'on retrouve vraiment chez Plotin. Je vous encourage à lire Plotin si là, ce dont on a parlé vous a un peu inspiré. Je vous encourage vraiment à lire Plotin. Mais dans toutes les philosophies antiques et toutes les religions, en fait, elles nous encouragent à la connaissance de soi, à comprendre en fait ce qu'on cherche. Et on recherche tout ça, on oublie parce qu'on est dans notre matérialité, justement, on est dans la recherche du confort matériel, dans la recherche du plaisir, etc. Mais en réalité, on est toujours frustré, sauf on arrête d'être frustré au moment où on comprend que ce qu'on l'on recherche, en réalité, on recherche notre intériorité. On parle de la quête de soi. On parle souvent du développement personnel ou de la recherche du bonheur, mais en réalité, soyons honnêtes et revenons à des principes qu'on a un peu rejetés à cause des dérives des religions, etc. Mais ce qu'on recherche, c'est l'intériorité, c'est la quête intérieure, c'est la quête de spiritualité. Et en fait, le Sankhya Karika, c'est un moyen, enfin le Sankhya, la philosophie du Sankhya, c'est un moyen, c'est une perspective pour nous aider à comprendre, à revenir vers l'intérieur et ça nous donne un chemin. Il n'y a pas qu'un chemin, il y a plein de chemins. Mais en fait, plus on étudie différents chemins et plus on se rend compte qu'ils nous emmènent de différentes manières vers la même chose. Et en fait, cette quête de soi qui est le propre de l'humain, euh, elle est, euh, elle est en Inde, elle est dans l'Inde traditionnelle, dans l'Inde classique. Elle a été tellement débattue, étudiée, formulée que c'est un peu la voie facile. Vous voyez, c'est pas pour rien qu'on est tous attirés par le yoga, par l'Ayurveda, par le bouddhisme même. C'est parce qu'en fait, tous ces principes universels, ils ont été vraiment développés d'une manière très intelligible dans cette tradition-là, et peut-être un peu moins par les religions abrahamiques, par exemple, qui sont beaucoup plus sous forme de paraboles, où c'est moins intelligible pour nous aujourd'hui, surtout parce qu'on l'a rejeté. Et, euh, et voilà, du coup, pour répondre à ta question de qu'est-ce que peut nous apporter le Sankhya, bah, un chemin vers la quête de soi. Mais aussi à un autre niveau beaucoup plus matériel, pour le coup, une compréhension de notre psychologie. En fait, dans toutes ces étapes-là sur lesquelles je suis allée très vite, il y a en fait comprendre comment fonctionne notre mental, comment fonctionne notre rapport aux éléments et notre rapport à l'autre. Et en fait, quand on comprend ça, nos relations sont beaucoup plus apaisées, nos relations avec les autres, mais aussi nos relations avec la nourriture ou avec les sensations, le plaisir, etc. C'est vraiment une psychologie. En Ayurveda, le Sankhya, on l'utilise comme un outil de traitement psychologique. Ok, ça nous donne plein de perspectives pour voilà, appliquer la philosophie du Sankhya et puis nous aider dans nos vies. Merci pour tout ça, Lucie. Comment est-ce que, par où on commence si on a envie d'étudier le Samkhya? Peut-être par ta formation, tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bah alors sur du coup la formation que je propose, enfin c'est pas une formation, c'est un cours de 4 Ouais. heures qui donc du coup qui est disponible sur mon site internet où en fait là je m'appuie sur le texte, le Sankhya Karika et je fais un commentaire qui est basé sur tous les cours que moi j'ai reçus sur le Sankhya Karika. On peut lire directement le Sankhya Karika ou alors, donc le livre que je vous ai dit de Pierre-Jean Laurent, ou alors vraiment un bon livre qui est une bonne introduction. Attention à ne pas le considérer comme un dogme parce que son auteur est une personne assez comme moi, qui a des opinions et qui du coup vous donne une perspective, mais il y en a plein. C'est Atreya Smith, La psychologie de la transformation. Oui, la psychologie de la transformation dans le yoga. Je crois qu'il s'appelle comme ça son livre. Et en fait, ce livre-là, il est sur le Sankhya et il est une très bonne introduction. Donc voilà, il y a le livre d'Atreya Smith, il y a le Sankhya Karika directement et il y a mon cours. Après, si vous parlez anglais assez bien en anglais, il y a un cours sur Yogic Studies qui est donc c'est la plateforme de cours qui s'appelle Yogic Studies, qui est donné par Philippe Mass, qui est vraiment un des chercheurs les plus compétents dans son domaine aujourd'hui, qui donne un cours de je ne sais plus, peut-être une vingtaine d'heures le Sankhya Karika, donc sur ce texte-là, et qui est super intéressant aussi.
Comme quoi, on peut aller jusqu'à 20 heures sur le Samkhya, donc et encore, je pense qu'on pourrait continuer même. On peut aller toute On peut la aller vie sur le jusqu'à toute la Samkhya. vie. Ouais, c'est ça. Est-ce que justement, pour les quelques minutes que nous avons fait sur ce sujet qui peut durer toute la vie, est-ce que tu as quelque chose que tu souhaiterais ajouter pour éclairer les gens ou peut-être leur donner envie de continuer à marcher sur le chemin du Samkhya? Ouais, j'ai l'impression qu'on a été assez complète. J'espère que j'ai pas été trop. Enfin, j'espère que ça a été quand même assez utile. J'aurais voulu en fait donner des outils directement, mais c'est vrai que c'est difficile dans un format court parce que c'est une philosophie antique et qu'il faut en faire l'expérience. Mais en 2 mots, en fait, l'expérience du Sankhya, comme l'expérience de toutes les philosophies antiques, c'est de juste en fait fermer les yeux, fermer les oreilles, fermer le nez, fermer toute sa perception extérieure et revenir dans une perception intérieure et faire l'expérience de soi par l'intérieur. Voilà. Si vous pouvez faire un exercice, c'est celui-là. Merci beaucoup, Lucie. Eh bien, écoute, on arrive tranquillement à la fin de l'épisode alors, du coup. Merci beaucoup. J'adore faire des podcasts avec vous. Nous aussi, on aime beaucoup t'avoir avec nous. Bon, tu sais qu'on a des questions rituelles. Ah oui, c'est vrai. Allez. Quel est ton rituel préféré en ce moment? En ce moment, en fait, je me lâche la grappe et j'ai décidé et en fait, j'ai un rejet du rituel même, pour être honnête. Donc, zéro. Mon rituel préféré en ce moment, c'est la liberté totale. C'est de ne plus faire de rituel. J'adore. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de tes projets à venir? En fait, là, je suis dans une phase de retour à moi aussi, où j'ai changé je m'étais lancée dans des études qui me convenaient. Je me suis rendu compte qu'elles me convenaient pas tellement, elles m'éloignaient de ce qui m'avait attiré dans l'Ayurveda, et qui est justement la philosophie et la psychologie. Du coup, je reviens à ça et là, en fait, je commence un nouveau type d'accompagnement avec les personnes où, en fait, en plus de les accompagner à la santé, donc à résoudre leurs maladies, etc., je vais ouvrir un espace de parole et en fait recevoir les personnes vraiment enfin, au-delà d'une consultation à une discussion. En fait, je vais recevoir les personnes. On va faire en fait des séances de 5 sur 5 semaines. Donc, je les vois une heure par semaine pendant 5 semaines et pour discuter. Et en fait, j'ouvre un espace de parole comme on fait avec un ami, comme on n'ose pas faire en réalité avec son entourage, où en fait, je suis totalement dans l'écoute et la personne vient dérouler le fil de sa pensée et je vais juste l'aider à tirer sur le fil pour que ce soit plus clair. C'est en présentiel ou Ouais, je vais, pour l'instant, comme c'est nouveau pour moi aussi, je veux le faire que en présentiel et je le proposerai en ligne après. Top. Donc à Urung, au Pays Basque. Ok, c'est noté. Notre dernière question s'appelle l'instant de gratitude. Qui aimerais-tu remercier ou de manière plus globale, qu'est-ce que tu aimerais remercier? Non, en réalité, ils vont sûrement pas l'entendre, mais aujourd'hui, je voudrais remercier mes amis Daria, Sylvain, Michael, Luc et Mohamed, parce qu'ils ont été très présents dans cette phase de transition et m'ont rappelé ce que je faisais, pourquoi je le faisais, et justement parce que eux, ils m'ont aidé à dérouler le fil de ma pensée, c'est ce qui m'encourage à le faire avec les personnes que j'accompagne. Waouh, c'est beau. Merci Lucie. Merci à vous. Lucie pour tout merci ça beaucoup. Et merci pour tout ce que tu transmets avec nous aujourd'hui sur le podcast Ayurveda. Merci beaucoup. Merci les filles, vraiment c'est toujours un plaisir et merci à vous de donner cet espace-là aussi de diffusion de ces messages. Merci beaucoup. À bientôt Lucie. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode et s'il vous a plu, venez nous le dire avec une note 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou sur nos comptes Instagram et Facebook Podcast Ayurveda. Et pour aller plus loin, nous vous invitons à découvrir les packs du Sommet de l'Ayurveda qui contiennent des dizaines de contenus vidéo, audio et PDF
qui sont disponibles sur notre site internet podcast-ayurveda.com. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.